Il pleuvait à verse, transformant la gare de Canyon Creek en un véritable bourbier. Ella Mackenzie serrait contre sa poitrine son fils, enveloppé dans une fine couverture, tentant de le protéger des gouttes froides. Sa robe était trempée jusqu'aux os et ses cheveux collaient à son visage en mèches humides. Pourtant, elle restait debout sur le quai en bois, car elle n'avait nulle part où aller. Le train était parti une demi-heure plus tôt, emportant avec lui ses derniers espoirs d'une nouvelle vie. Les billets pour San Francisco, pour lesquels elle avait donné tout ce qu'elle possédait, s'étaient révélés être des faux. Le contrôleur, poliment mais fermement, lui avait demandé de quitter le wagon à la première gare. Elle se retrouvait maintenant au milieu d'une petite ville inconnue, avec $3 en poche et un nourrisson dans les bras. Le petit Tommy se mit à pleurer d'une petite voix aiguë, et Ella le berça en lui fredonnant une douce berceuse. Sa voix tremblait, et pas seulement à cause du froid. À 18 ans, veuve depuis que son mari avait succombé à la fièvre, sans famille ni amis, elle se sentait comme une brindille dans le vent, sur le point d'être emportée vers l'inconnu. « Chut, mon trésor », lui murmura-t-elle en caressant son petit dos. « Tout ira bien. Maman va trouver une solution. » Mais quelle solution pouvait-elle trouver? Le travail pour une femme avec un nourrisson était quasiment introuvable. À moins que... Ella frissonna, chassant les pensées de saloon et de maison close. Mieux valait mourir de faim que de s'engager sur cette voie. La gare se vidait peu à peu. Les derniers passagers étaient rentrés chez eux ou avaient pris la diligence qui les emmenait plus à l'ouest. L'employé de la gare, un homme âgé aux moustaches grises, la regardait de temps en temps avec une inquiétude évidente. Finalement, il s'approcha, se dandinant maladroitement. « Madame, la gare va fermer. »« Il faut que vous alliez quelque part, » dit-il avec une pointe de compassion. « Avez-vous de la famille en ville ?» Ella secoua la tête, s'efforçant de ne pas pleurer devant un étranger. « Non, monsieur, je pensais me rendre en Californie, mais mes billets étaient des faux. » L'homme soupira et se gratta la nuque. « Quelle malchance! Écoutez, il y a une église en ville. Le révérend Wilson est un homme bon. Vous pourriez peut-être y passer la nuit, et demain, vous aviserez. »« Merci, » murmura Ella. « Où se trouve cette église ?»« Suivez la rue principale, tout droit. C'est un bâtiment blanc avec un clocher. Vous ne pouvez pas le manquer. » L'employé s'éloigna, la laissant seule sous l'auvent de la gare. La pluie ne cessait pas, et le vent se faisait de plus en plus glacial. Ella savait qu'elle ne pourrait pas rester là longtemps. Tommy risquait de tomber malade, et elle n'avait pas de quoi le soigner. Elle resserra son fin châle et s'avança sous la pluie. La rue principale de Canyon Creek était courte et large, comme dans la plupart des villes frontalières. De chaque côté s'alignaient des bâtiments en bois, un magasin général, une forge, un saloon à l'enseigne criarde, le bureau du shérif et quelques autres échoppes. La lumière jaune des lampes à pétrole filtrait par les fenêtres, évoquant une chaleur domestique dont Ella était privée. La boue clapotait sous ses pieds, s'accrochant à l'ourlet de sa robe. Elle marchait lentement, essayant de ne pas glisser, tout en écoutant la respiration de son fils. Tommy s'était tu, ce qui l'inquiétait plus encore que ses pleurs. « Encore un petit effort, mon chéri, » chuchota-t-elle. « Nous allons bientôt trouver un endroit chaud. » L'église était en effet immanquable. Le bâtiment d'un blanc éclatant, surmonté d'un haut clocher, se dressait au bout de la rue, tel un phare pour les âmes perdues. Ella accéléra le pas, mais un bruit de pas derrière elle attira son attention. Quelqu'un la suivait, d'une démarche ferme et assurée, qui n'était pas celle d'un simple passant. Elle se retourna et aperçut la silhouette d'un homme coiffé d'un chapeau à large bord. Dans la pénombre du soir pluvieux, il était difficile de distinguer son visage, mais quelque chose dans sa démarche fit battre son cœur plus vite. Ce n'était pas de la peur, mais une étrange prémonition. L'homme s'approchait sans hâte, mais avec détermination. Ella s'arrêta près d'une petite boutique, le dos collé au mur de bois. Tommy se remit à pleurer,
et elle commença machinalement à le bercer, sans quitter l'inconnu des yeux. Lorsqu'il fut plus près, elle put mieux le détailler. Grand, les épaules larges, vêtu d'un gilet de cuir et d'un jean usé. Un étui de revolver se balançait à sa hanche, chose courante dans la région, mais curieusement, Ella ne se sentit pas menacée. Au contraire, il y avait dans ses mouvements une sorte de délicatesse prudente, comme s'il craignait de l'effrayer. « Excusez-moi, madame, » dit-il en s'arrêtant à quelques pas. Sa voix était basse, légèrement rauque, avec un doux accent texan. « Je vous ai vu à la gare. On dirait que vous avez besoin d'aide. » D'instinct, Ella serra son fils plus fort contre elle. Elle avait connu trop d'hommes qui lui avaient offert leur aide, en échange de choses qu'elle n'était pas prête à donner. « Merci, monsieur, mais je me débrouillerai, » répondit-elle poliment mais froidement. L'homme ôta son chapeau, et à la lueur d'une fenêtre voisine, elle vit son visage. Buriné, aux traits anguleux, barré d'une cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Mais ses yeux étaient d'une bonté surprenante, d'un brun sombre, bordés de longs cils. Il la regardait avec une sollicitude si sincère qu'elle a senti quelque chose s'émouvoir en elle. « Je m'appelle Jake Coulter », se présenta-t-il. « Je suis le contremaître d'un ranch non loin d'ici. Je vous ai vu descendre du train et j'ai pensé que... » Il hésita, cherchant ses mots. Par un temps pareil, il est dangereux de rester dehors avec un enfant. « Je vais à l'église, » dit Ella, s'efforçant de paraître plus assurée qu'elle ne l'était. « Le révérend Wilson est parti dans le comté voisin pour un enterrement, » dit doucement Jake. « Il ne sera de retour que dans une semaine. » L'église était fermée à clé. Le cœur d'Ella se serra. Elle ne savait plus quoi faire. Passer la nuit sous la pluie dans la prairie avec un nourrisson équivalait à une condamnation à mort. Jake sembla comprendre son désarroi à l'expression de son visage. « Écoutez, je ne veux ni vous effrayer, ni vous forcer la main. Mais j'ai une petite chambre au-dessus du magasin d'un ami. Elle est propre, chaude, avec un poêle. Vous pourriez y passer la nuit, et demain nous réfléchirions à une solution. »« Et que voulez-vous en échange ?» demanda Ella sans détour, en le regardant droit dans les yeux. Jake esquissa un sourire, que la cicatrice rendait légèrement asymétrique, mais non moins sincère. « Rien, madame. C'est juste que... » Il regarda le bébé en pleurs, et une lueur de douleur passa dans son regard. Tout le monde devrait avoir un endroit chaud où dormir par une nuit froide. Ella hésitait. Toute son expérience lui criait de ne pas faire confiance à un inconnu, surtout dans sa situation. Mais quelque chose dans la manière de Jake, dans la distance respectueuse qu'il maintenait, dans ses yeux qui la regardaient, non avec convoitise, mais avec compassion, l'incitait à le croire. « Vous ne me connaissez pas, » dit-elle doucement. « Je pourrais être n'importe qui. »« Et vous ne me connaissez pas non plus, » répondit Jake. « Et pourtant, je suis là, sous la pluie, à vous offrir mon aide. Parfois, il faut savoir prendre un risque. » Tommy se mit à pleurer plus fort, et Ella sentit son petit corps trembler de froid à travers la fine couverture. L'instinct maternel l'emporta sur la prudence. « D'accord, » accepta-t-elle, « mais seulement pour une nuit. »« Bien sûr, » acquiesça Jake en remettant son chapeau. « Venez, le magasin est tout près. » Il marcha devant elle, sans chercher à la prendre par le bras ou à la toucher, ce dont Ella lui fut reconnaissante. Ils passèrent devant le saloon, d'où s'échappaient net des rires et des notes de piano, devant la forge où le feu crépitait encore dans le foyer, et s'arrêtèrent devant une petite épicerie. Jake sortit un trousseau de clés et ouvrit une porte latérale. « L'escalier mène à l'étage, » expliqua-t-il. « Il y a un lit, une table, un fauteuil près du poêle. Il y a assez de bois pour toute la nuit. » Elle monta l'escalier étroit et se retrouva dans une pièce, petite mais confortable. Tout était comme il l'avait décrit. Un lit propre avec une couverture en patchwork, une simple table en bois, un fauteuil moelleux près d'un poêle en fonte. Dans un coin, une cuvette et un broc, et sur la table,
une lampe à pétrole. « Les allumettes sont là », dit Jake en montrant une boîte près de la lampe. « Il n'y a pas grand-chose à manger, mais vous avez du pain, du fromage, un peu de viande séchée, et du lait pour le petit. » Ella se tourna vers lui, ne sachant que dire. Après de longs mois d'errance, elle avait oublié ce qu'était la bonté humaine. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle à voix basse. Jake resta silencieux un instant sur le seuil, puis dit lentement « Il y a longtemps, une femme m'a aidé alors que j'étais complètement seul. Elle disait que le bien devait circuler dans le monde. Il est peut-être temps pour moi de rendre l'appareil. » Et cette femme, est-elle toujours en vie? Non, répondit doucement Jake. Elle est morte il y a de nombreuses années, mais je pense à elle tous les jours. Il y avait dans sa voix une tristesse si poignante qu'Ella sentit son cœur se serrer. Elle voulut en savoir plus, mais Jake se dirigeait déjà vers la porte. « Je ne fermerai pas la porte à clé de l'extérieur, » dit-il en se retournant. « Mais vous pouvez vous enfermer de l'intérieur si vous le souhaitez. Demain matin, si vous voulez, nous pourrons discuter de la suite. »« Jake » l'appela-t-elle alors qu'il descendait déjà l'escalier. « Oui, merci. » Il hocha la tête et partit, la laissant seule avec son fils dans la chambre chaude. Elle verrouilla la porte, alluma la lampe et le poêle, puis s'assit dans le fauteuil pour nourrir Tommy. Le bébé but le lait avec avidité, tandis qu'elle regardait par la fenêtre la rue pluvieuse, songeant à cet homme étrange qui était apparu dans sa vie tel un ange gardien. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité, et cela l'effrayait presque autant que le danger l'avait effrayée auparavant. Ella fut réveillée par de légers coups frappés à la porte. La lumière du soleil filtrait par la petite fenêtre, et elle réalisa qu'elle avait dormi plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Tommy dormait à côté d'elle sur le lit, couvert de son châle, sa respiration régulière et paisible. Pour la première fois depuis des semaines, il avait eu une vraie nuit de sommeil. Madame Mackenzie fit la voix familière de Jake à travers la porte. « Excusez-moi de vous déranger. Je vous apporte le petit déjeuner. » Ella rajusta rapidement ses cheveux et sa robe, vérifia que son fils dormait toujours et ouvrit la porte. Jake se tenait là, un plateau en bois à la main, sur lequel fumaient des assiettes d'œufs et de bacon, une tasse de café et un verre de lait chaud. « Bonjour, » dit-il, et Ella remarqua qu'il s'était rasé et avait mis une chemise propre. « J'espère que vous avez bien dormi. »« Très bien, merci, » répondit-elle en reculant pour le laisser entrer. « Mais vous n'auriez pas dû vous donner cette peine, Ce n'est aucune peine, » sourit Jake en posant le plateau sur la table. « C'est moi qui ai cuisiné. » Sans ça. « J'ai une petite maison à la sortie de la ville où je vis quand je ne suis pas au ranch. J'ai pensé qu'après la nuit d'hier, un bon repas vous ferait du bien. » L'odeur de la nourriture fit gargouiller l'estomac d'Ella. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait mangé un repas chaud. Ces derniers jours, elle s'était contentée de pain sec et d'eau puisée dans les puits. « C'est trop, » murmura-t-elle en s'asseyant à table. « Pas du tout, » dit Jake d'un geste de la main. « Mangez pendant que c'est chaud. Je vais jeter un œil au petit, si vous permettez. » Ella hocha la tête, incapable de résister à l'arôme du café frais. Jake s'approcha du lit et regarda doucement Tommy endormi. Une expression d'une tendresse surprenante apparut sur son visage. « C'est un beau garçon, » dit-il à voix basse. « Quel âge a-t-il ? 4 mois ?» répondit Ella entre 2 gorgées de café. La boisson était forte et chaude, exactement ce dont elle avait besoin. D'habitude, il ne dort pas aussi longtemps. Il doit être fatigué du voyage. Les enfants sentent quand ils sont en sécurité, dit Jake en s'éloignant du lit. C'est ce que disait ma mère. Vous avez des enfants ? Demanda Ella, regrettant aussitôt sa curiosité. En quoi la vie privée de cet homme la regardait-elle ? Mais Jake ne parut pas offensé. Il secoua simplement la tête. Non, ça ne s'est pas présenté. Et vous ? Votre mari ? Il est mort de la fièvre jaune.
répondit brièvement Ella. Tommy avait 2 mois. Je suis désolé, dit Jake avec sincérité. Ça doit être difficile, toute seule. Ella acquiesça, se méfiant de sa propre voix. Au fil des mois, elle avait appris à cacher ses émotions, mais il y avait quelque chose dans la manière de Jake. Sans questions superflues, sans pitié, juste de la compréhension, qui faisait s'effriter ses défenses. Si ce n'est pas indiscret. Où alliez-vous demanda-t-il en s'asseyant dans le fauteuil près du poêle. Hier, vous avez mentionné la Californie. À San Francisco, dit Ella en posant sa fourchette. Elle avait mangé à sa faim pour la première fois depuis longtemps. J'y avais une amie. Nous correspondions, elle m'avait promis de m'aider à trouver du travail. Mais je ne sais pas si elle a reçu mes dernières lettres. Et vous n'avez personne ici? Non. Mon mari et moi sommes venus du Missouri au Texas il y a 2 ans. Il ne nous restait plus de famille, là-bas, et nous n'en avons pas trouvé ici. Jake hocha la tête, pensif. Je vois. Et quel genre de travail cherchiez-vous? Si la question ne vous dérange pas. Ella fixa sa tasse, se demandant si elle devait dire la vérité. Mais quelque chose lui disait que cet homme ne la jugerait pas. Je sais coudre, dit-elle enfin. Je coude bien. Je faisais des robes pour les dames de notre ville quand mon mari était en vie. Je pensais que dans une grande ville, je pourrais trouver un emploi de couturière ou même ouvrir mon propre atelier. Couturière, répéta Jake, et sa voix prit une nouvelle intonation. Vous savez coudre des vêtements pour hommes. Bien sûr, des chemises, des gilets, des pantalons. Pourquoi? Jake resta silencieux un moment, puis il se leva et s'approcha de la fenêtre. Ella le vit réfléchir et sentit son pouls s'accélérer. Se pouvait-il qu'il connaisse un endroit où elle pourrait travailler? Voyez-vous, dit-il enfin sans se retourner. Nous avons un problème en ville. Le seul tailleur, le vieux Peterson, est mort il y a 1 mois. Et les gens ont besoin de vêtements, les fermiers, les cow-boys, les commerçants. Tout le monde doit faire 100 miles pour aller dans le comté voisin acheter ou faire réparer quelque chose. Et vous pensez que... Commença prudemment Ella. Je pense que vous pourriez rester ici, se retourna Jake. Temporairement, bien sûr, le temps de vous remettre sur pied. Il y a une petite boutique vide en ville, juste à côté d'ici. Le propriétaire est prêt à la louer pour un prix raisonnable. Le cœur d'Ella s'emballa. La possibilité de rester, de trouver du travail, de subvenir aux besoins de son fils. C'était plus qu'elle n'osait l'espérer. « Mais je ne connais personne en ville, dit-elle. Qui achètera des vêtements à une inconnue? Laissez-moi m'en occuper, sourit Jake. J'ai une certaine influence par ici. Je suis contremaître au Ranch Wilson depuis 5 ans, je connais tout le monde. Si je dis donc que vous êtes une bonne couturière, les gens me croiront. Mais pourquoi faites-vous cela? Demanda à nouveau Ella, et cette fois, il y avait non seulement de la surprise dans sa voix, mais aussi une légère méfiance. Nous ne nous connaissons pas. Jake s'approcha de nouveau du lit où dormait Tommy et regarda longuement le bébé. Quand il reprit la parole, sa voix était douce et triste. Il y a de nombreuses années, je me suis retrouvé seul, j'étais très jeune. Mes parents étaient morts du choléra. Je n'avais ni argent ni travail. J'avais presque décidé de... Il fit une pause, d'en finir. C'est alors qu'une femme est apparue. Maria González, une Mexicaine. Elle vivait seule avec ses 2 enfants après que son mari l'eut abandonnée. Elle m'a recueilli, m'a nourri, m'a donné du travail. Je l'ai aidée aux tâches ménagères. J'ai vécu chez elle pendant 3 mois, le temps de me remettre d'aplomb. Qu'est-elle devenue? Demanda doucement Ella. Elle est morte de la tuberculose 2 ans après mon départ. Je l'ai appris trop tard. Je n'ai même pas pu assister à ses funérailles. Jake se tourna vers elle, et dans ses yeux, on lisait une douleur que le temps n'avait pas effacée. Je me suis promis ce jour-là que si jamais je rencontrais quelqu'un dans la même détresse que moi, je l'aiderais.
Et vous pensez que je suis dans la même détresse? N'est-ce pas le cas? Demanda-t-il gentiment. Une jeune femme avec un enfant, sans argent, sans toit, dans une ville inconnue. Ella ne put répondre, car c'était la vérité, une vérité amère et humiliante. À cet instant, Tommy se réveilla et se mit à pleurer doucement. Ella s'approcha rapidement du lit et le prit dans ses bras. « Chut, mon petit » murmura-t-elle en le berçant. « Maman, c'est là. » Jake les observait avec une étrange expression. Elle a cru déceler dans son regard non seulement de la bonté, mais aussi autre chose, une sorte de mélancolie qu'il s'efforçait de dissimuler. « Je dois retourner au ranch, » dit-il finalement. « Mais si vous voulez voir la boutique, je peux vous la montrer ce soir. Le propriétaire s'appelle Sam Thornton. Il vit ici, au rez-de-chaussée. » Jake l'appela Ella alors qu'il se dirigeait vers la porte. « Et si je n'y arrive pas? Si les gens n'achètent pas mes vêtements ?» Il se retourna et sourit, de ce même sourire asymétrique qui rendait son visage étonnamment séduisant. « Vous y arriverez, » dit-il avec assurance. « Vous avez des mains fortes et des yeux bienveillants. C'est suffisant pour commencer. » Quand il fut parti, Ella s'assit dans le fauteuil avec Tommy dans les bras, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. En une seule nuit, sa vie pouvait radicalement changer. Au lieu d'une errance sans espoir, elle avait la possibilité de trouver un foyer et un travail. Au lieu de la solitude, l'aide d'un homme qui ne semblait rien vouloir en retour. Mais c'était précisément cela qui l'effrayait. Dans son expérience, les hommes voulaient toujours quelque chose. Son défunt mari, bien qu'il l'aimât à sa manière, l'avait épousé pour sa dot. Les marchands et les fermiers qui lui avaient offert de l'aide en chemin convoitaient son corps. Et ce Jake, que voulait-il? Ella s'approcha de la fenêtre et regarda la rue. Le matin, la petite ville avait un tout autre aspect, accueillant et paisible. Des femmes en coiffe portaient dans des paniers de provisions. Des hommes se rendaient tranquillement à leurs occupations. Des enfants jouaient dans la poussière. La vie ordinaire d'une ville ordinaire, à la frontière de la civilisation. Pouvait-elle faire partie de cette vie? Tommy gazouilla doucement et elle le serra plus fort contre elle. « Qu'en penses-tu, mon petit ?» murmura-t-elle. « Devrions-nous essayer ?» En réponse, son fils lui sourit, son premier sourire conscient depuis des jours. Et Ella comprit que la décision était déjà prise. Elle passa la journée dans la chambre, à ranger ses quelques affaires et à réfléchir à l'avenir. Le soir, on frappa de nouveau à la porte. « Prête à voir la boutique ?» demanda Jake. Elle a pris son fils dans ses bras et sortit avec lui dans la rue. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de nuances dorées et roses. L'air était doux et sentait l'absinthe et la poussière. Des odeurs qui commençaient déjà à lui sembler familières. La boutique était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. 2 pièces, une grande salle de vente avec de larges fenêtres et une arrière-salle pour travailler. À l'étage, il y avait un petit appartement avec une cuisine et une chambre. « C'est l'endroit idéal, » dit Ella en faisant le tour des pièces vides. « Combien le propriétaire demande-t-il pour le loyer ?»« $10 par mois, » répondit Jake. « Mais j'ai arrangé les choses pour qu'il attende la fin du premier mois pour le paiement. Vous avez arrangé les choses ?» Ella le regarda, surprise. « Mais je n'ai pas encore décidé. »« Vraiment ?» sourit-il. « J'ai l'impression que vous avez décidé ce matin. » Et il avait raison. Ella savait qu'elle resterait ici et tenterait de commencer une nouvelle vie. Non seulement parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, mais aussi parce que pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. « D'accord, » acquiesça-t-elle, « mais à une condition. » « Laquelle ? » « Je veux vous rembourser tout ce que vous avez fait pour moi. Chaque centime. Le petit déjeuner, la chambre, l'aide pour le loyer. Je n'ai pas l'habitude de vivre à crédit. » Jake la regarda attentivement, puis hocha lentement la tête. « Entendu. Mais ne vous pressez pas. Remettez-vous d'abord sur pied, nous ferons les comptes ensuite. » Quand ils sortirent de la boutique,
Les premiers lampadaires s'allumaient déjà dans la rue. Ella marchait aux côtés de Jake sur le trottoir en bois et se sentait étrangement bien. Pour la première fois depuis des mois, elle n'était pas seule. À côté d'elle marchait un homme qui l'avait aidée sans rien demander en retour. Du moins, pour l'instant. « Jake, » dit-elle soudain. « Et si entre nous, si vous vouliez ?» Elle ne put terminer sa phrase, mais il comprit. « Cela n'arrivera pas, » répondit-il calmement. « Je ne suis pas ce genre d'homme, Madame Mackenzie. Entre nous, il n'y aura que ce que vous voudrez bien qu'il y ait. » Des mots simples, mais qui sonnaient comme un serment. Et pour une raison inexplicable, Ella le crut. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Ella s'était installée dans l'appartement, au-dessus de son atelier de couture. Une semaine de travail de l'aube bientôt au crépuscule, transformant les pièces vides en un logement et un atelier confortable. Jake l'avait aidée à récupérer sa machine à coudre, qu'elle avait vendue à moitié prix, puis rachetée avec ses dernières économies. La vieille Singer à pédales trônait maintenant près de la fenêtre de l'arrière-salle, là où la lumière était la meilleure. Ella avait accroché au mur des échantillons de tissus achetés à crédit chez le marchand local, grâce à la caution de Jake. Des matières simples mais de qualité, du coton épais pour les vêtements de travail, de la laine pour les costumes, du lin pour les chemises d'été. Dans un coin se tenait un mannequin, assemblé par le charpentier du village. Pas parfait, mais suffisant pour commencer. Tommy dormait dans un panier en osier à côté de son poste de travail. Le bébé s'était habitué au cliquetis de la machine à coudre et au bruit des ciseaux. Ces sons étaient désormais la musique de leur nouvelle vie. La première commande arriva le 3e jour. Un jeune fermier apporta une chemise déchirée, accrochée à un fil de fer barbelé et presque coupée en deux. « Ma femme dit qu'il faudra en coudre une nouvelle, » dit-il timidement en tortillant son chapeau. « Mais je n'ai pas d'argent pour ça en ce moment. Peut-être que vous pourriez. » Ella examina la chemise. La déchirure était importante, mais pas irréparable. 1 heure de travail, une pièce soignée dans le même tissu, et elle serait comme neuve. « $2, » dit-elle. « Vous pourrez la récupérer demain soir. » L'homme poussa un soupir de soulagement. « Merci, madame. Ma femme et le Marcel m'auraient passé un savon pour ma maladresse. » Quand il fut parti, Ella ressentit une étrange excitation. Son premier argent gagné. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. À la fin de la semaine, elle avait déjà 5 commandes, des réparations, des ajustements, des boutons à remplacer. De petits travaux, mais réguliers. Les gens venaient, observaient avec prudence et repartaient satisfaits. La réputation de la bonne couturière se répandait rapidement dans la petite ville. Jake passait tous les soirs, officiellement, pour prendre des nouvelles et proposer son aide. En réalité, comme Ella le comprenait, parce qu'il se sentait seul dans sa maison à la sortie de la ville, et elle dans son atelier. « Comment vont les affaires ?» demanda-t-il le vendredi soir, s'installant dans l'unique fauteuil pendant qu'Ella nourrissait Tommy. « Pas mal, » répondit-elle en berçant son fils. « Aujourd'hui, Madame Harrison a commandé une nouvelle robe. C'est ma première vraie création, pas une simple réparation. » « C'est la femme du banquier, » dit Jake. « Si elle est si contente, la moitié des dames de la ville feront la queue. »« Je l'espère, » sourit Ella, « même si j'ai un peu peur. Ça fait longtemps que je n'ai pas cousu de robe de dame. Et elle veut quelque chose de spécial pour le bal de l'église. »« Vous vous en sortirez, » dit Jake avec assurance. « Vous avez des mains en or. » Il le disait si simplement et sincèrement qu'elle a senti le rouge lui monter aux joues. Durant ces mois d'errance, elle avait perdu l'habitude des compliments. Et venant de cet homme, ils étaient particulièrement agréables. « Parlez-moi du ranch » demanda-t-elle en déposant Tommy endormi dans son panier. « Vous parlez si peu de votre travail. » Jake s'adossa dans le fauteuil et regarda par la fenêtre où les premières étoiles commençaient à briller. Le ranch Wilson est l'un des plus grands du comté. 3000 têtes de bétail, 40 employés, 15 000 acres de pâturage. Le propriétaire est âgé et me confie presque tout.
Je supervise le pâturage, j'embauche les hommes, je tiens les comptes, j'organise la conduite du bétail vers les marchés. C'est une grande responsabilité. Oui, mais j'aime ça. J'y travaille depuis 5 ans, depuis mon arrivée dans la région. Et où étiez-vous avant? Ella s'assit à sa machine et commença à ourler une petite chemise d'enfant. Ses mains accomplissaient une tâche familière, tandis que son esprit était concentré sur la conversation. Jake resta silencieux si longtemps qu'elle leva la tête pour le regarder. Il était assis, les bras croisés, le regard perdu dans le vide. « Un peu partout, » dit-il enfin. « Au Texas, au Nouveau-Mexique, un peu dans le Colorado. Je cherchais ma place. »« Et vous l'avez trouvée ?»« Je crois que oui, c'est bien ici, c'est calme. » Quelque chose dans son ton laissa entendre à Ella que l'histoire était plus compliquée qu'il ne le disait, mais elle n'insista pas. Chacun a droit à ses secrets, surtout un homme qui l'avait aidé sans poser de questions. « Et vous ?» demanda Jake. « Comment trouvez-vous notre petite ville? Vous ne regrettez pas d'être resté ?» Ella regarda autour d'elle. Les tissus soigneusement suspendus, la machine à coudre, son fils endormi, et l'homme dans le fauteuil dont la présence était devenue à la fois familière et apaisante. « Non, » dit-elle honnêtement, « je ne regrette pas. Pour la première fois depuis longtemps, je sens que j'ai un avenir. » « Vous avez certainement un avenir, » dit Jake doucement, et Tommy aussi. Ils restèrent silencieux, écoutant les bruits de la ville le soir. Un chien aboyait au loin, de la musique s'échappait du saloon, les sabots d'un cheval claquaient sur la rue. Des sons paisibles, familiers. « Jake ?» dit Ella soudain. « Je voulais vous demander, n'avez-vous jamais été marié ?» La question lui avait échappé, et elle la regretta aussitôt. Trop personnelle, trop directe. « Non », répondit-il simplement. « Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer la bonne personne. »« À 30 ans, s'étonna Ella. Vous êtes... Je veux dire, vous êtes un homme séduisant, vous avez un bon travail. » Jake eut un petit rire. « Merci du compliment. Mais il n'y a pas que l'apparence ou le travail. Il faut que les caractères s'accordent, les visions de la vie. Et puis, il hésita. Il faut que le passé ne vienne pas entraver l'avenir. Que voulez-vous dire? Chacun a son bagage, Ella. Des erreurs, des regrets, des blessures. Parfois, ce bagage est trop lourd pour deux. Ella arrêta de coudre et le regarda attentivement. Sa voix trahissait une douleur qu'il tentait de masquer par un ton léger. « Et moi, j'ai un bagage ?» demanda-t-elle à voix basse. « Tout le monde en a un, mais le vôtre, votre bagage ne vous rend pas moins bien. Au contraire, il vous rend plus forte. »« Comment le savez-vous ?»« Je le vois, » répondit simplement Jake. « Dans votre façon de vous tenir, de vous occuper de votre fils, de travailler. Vous avez traversé des épreuves, mais vous n'êtes pas devenu amer. C'est précieux. » Elle a senti quelque chose se nouer dans sa poitrine. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis longtemps, voyant en elle non pas une victime des circonstances, mais une femme forte. « Et votre bagage ?» demanda-t-elle prudemment. « Est-il très lourd ?» Jake se leva et s'approcha de la fenêtre. Il resta un moment silencieux, à regarder la rue sombre. « Assez lourd, » dit-il enfin. « Il y a des choses pour lesquelles en pays on ne pardonne pas. Ni les autres, ni soi-même. Mais tout le monde a droit à une seconde chance, » dit doucement Ella. « Pas tout le monde, » secoua la tête Jake. « Pas pour tous les péchés. » Il y avait une telle finalité dans sa voix qu'Ella n'osa pas poser d'autres questions. Mais son cœur se serra de compassion pour cet homme qui l'aidait, sans rien attendre en retour, mais qui portait visiblement le lourd fardeau de son passé. « Il faut que j'y aille, » dit Jake en se dirigeant vers la porte. « Je dois être au ranch tôt demain. » Jake l'appela Ella. « Oui? Quelles que soient vos erreurs passées, aujourd'hui vous êtes un homme bon. Et c'est ce qui te compte le plus. »
Il s'arrêta sur le seuil et la regarda longuement. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui fit battre le cœur d'Ella plus vite. « Merci, » dit-il doucement. « Ça compte beaucoup pour moi. » Après son départ, Ella resta longtemps assise devant sa machine à coudre, incapable de travailler. Ses pensées s'en mêlaient, et une étrange sensation l'envahissait. Un mélange de gratitude, de sympathie et de quelque chose d'autre, qu'elle avait peur de nommer. Elle pensait à la façon dont Jake regardait Tommy endormi, avec une tendresse telle qu'on aurait dit que le bébé était le sien. À la façon dont il apportait toujours quelque chose de bon, des pommes, du pain frais, un pot de miel. À la prudence de son comportement, ne s'approchant jamais trop, ne se permettant aucun regard ou contact déplacé. Elle pensait à sa solitude, malgré son assurance apparente. « Ne tombe pas amoureuse, Ella !» se dit-elle sévèrement. « Tu commences à peine une nouvelle vie. Tu as un fils qui a besoin de stabilité. Ne complique pas tout avec des rêveries romantiques. » Mais le lendemain, quand elle entendit ses pas dans l'escalier, son cœur s'emballa. Et quand il entra, avec un bouquet de fleurs des champs, en disant qu'il avait juste pensé que ça égayerait l'atelier, elle comprit qu'il était trop tard pour se mettre en garde. Elle était déjà tombée amoureuse de Jake Colter, et à la façon dont il la regardait en lui tendant les fleurs, elle se doutait que le sentiment était réciproque. Mais que faire de ces sentiments, quand entre eux se dressait son passé de veuve avec un enfant et ses secrets qu'il ne voulait pas révéler? Cela, elle l'ignorait. Un mois plus tard, l'atelier d'Ella était devenu l'un des lieux les plus animés de Canyon Creek. Chaque jour amenait de nouveaux clients. Des fermiers commandaient des vêtements de travail. Leurs épouses demandaient à faire retoucher des robes achetées en ville. Et les jeunes gens voulaient être élégants pour les promenades du dimanche. La renommée de ses mains en or s'était répandue dans tout le comté. Ella travaillait du matin au soir, mais ne s'en plaignait pas. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment indépendante. Chaque dollar gagné était la preuve qu'elle pouvait subvenir à ses besoins et à ceux de son fils sans l'aide de personne. Tommy grandissait et se fortifiait. Il pouvait maintenant rester de longs moments sur une couverture, à observer les morceaux de tissu coloré qu'Ella suspendait au-dessus de son panier. Le bébé avait appris à se retourner et à gazouiller bruyamment, comme pour commenter le travail de sa mère. Et Jake faisait partie de leur vie quotidienne. Il venait toujours chaque soir, gardant toujours une distance respectueuse. Mais quelque chose changeait entre eux. Une tension inexprimée flottait dans l'air, qu'ils ressentaient tous les deux, mais qu'ils avaient peur d'admettre. Ella se surprenait à attendre le bruit de ses pas dans l'escalier, à choisir sa robe du soir non pour le confort, mais pour être jolie, à écouter chacune de ses paroles, à mémoriser chacun de ses sourires. Et lui, il la regardait différemment des premiers jours. Son regard n'était plus seulement empreint de bonté, mais de quelque chose de plus profond. Quand elle touchait accidentellement sa main en lui tendant une tasse de café, il semblait recevoir une décharge électrique. Quand elle riait de ses blagues, son visage s'illuminait comme s'il assistait à un miracle. Mais tous deux gardaient le silence. Trop de choses se dressaient entre eux, son veuvage récent, son passé mystérieux, la peur de briser le fragile équilibre de leur amitié. Tout bascula un samedi soir, alors que la foire d'été devait avoir lieu en ville. Ella avait terminé son travail plus tôt et s'apprêtait à donner le bain à Tommy quand elle entendit des pas rapides dans l'escalier. Jake entra sans frapper, pour la première fois depuis des semaines. « Ella, il faut qu'on parle, » dit-il, et le ton de sa voix la mit en alerte. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, serrant instinctivement Tommy contre elle. Jake arpenta la pièce, cherchant manifestement ses mots. Il ôta son chapeau, passa une main dans ses cheveux, puis se tourna brusquement vers elle. « Ce matin, des étrangers sont venus au ranch. 3 hommes, bien armés, qui posaient des questions. » « Quelles questions ?» Ils me cherchaient. Plus précisément, ils cherchaient un homme nommé Jake Colter, contremaître chez le vieux Wilson. Le cœur d'Ella s'accéléra. Au ton de sa voix, elle comprit que c'était sérieux.
Et que leur avez-vous dit? Rien. C'est M. Wilson lui-même qui les a interceptés. Il leur a dit que j'étais parti pour quelques jours. Mais ils ne l'ont pas cru. Ils se sont installés à l'hôtel et ont clairement l'intention d'attendre. Qui sont-ils? Jake s'approcha de la fenêtre et jeta un regard prudent dans la rue. Et là voyait la tension dans ses épaules, ses poings serrés. Des chasseurs de primes, dit-il à voix basse. Ou des hommes de McCormick. McCormick? Qui est-ce, ça? Jake se tourna lentement vers elle, et l'expression de son visage la glaça. L'homme à qui j'ai volé 20 000 $ il y a 5 ans. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. Ella le regarda, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Vous avez volé ?»« Oui, » dit simplement Jake. « J'ai dévalisé son train au Texas. J'ai pris l'argent et j'ai disparu. » Ella se laissa tomber dans le fauteuil, tenant toujours son fils dans les bras. Le monde semblait vaciller autour d'elle. « Alors vous êtes un pilleur de train ?»« J'étais, » la corrigea Jake. « J'étais un pilleur. Depuis 5 ans, je suis un honnête homme. Mais vous avez dit que vous étiez contremaître ranch. C'est la vérité. Je travaille pour Wilson depuis 5 ans. Il connaît mon passé et me fait quand même confiance. » Ella garda le silence, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. L'homme en qui elle commençait à avoir confiance, qu'elle aimait, était un criminel. « Pourquoi me l'avez-vous dit ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que je vais peut-être devoir partir, » dit Jake. Et je ne pouvais pas disparaître sans explication. Partir. Ella sentit sa gorge se nouer. Ces hommes n'abandonneront pas. S'ils sont vraiment envoyés par McCormick, ils me chercheront jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Et je ne peux pas vous mettre en danger, ni vous ni Tommy. Quel danger? Jake s'approcha et s'accroupit devant son fauteuil. La douleur se lisait dans ses yeux. Et là, McCormick n'est pas qu'un riche éleveur. C'est un homme cruel qui ne pardonne pas. Si ces hommes apprennent que vous m'avez aidé, que j'ai vécu ici, ils pourraient ainsi vous faire du mal pour m'atteindre. Mais je ne savais rien. Ça ne les arrêtera pas. Croyez-moi, je connais ce genre de personnes. Ella le regardait et des bribes de souvenirs lui revenaient en mémoire. Sa prudence des premiers jours, ses sursauts au bruit soudain, son inspection minutieuse de la rue avant d'entrer. Tout prenait sens maintenant. « Racontez-moi tout, » dit-elle doucement. « Si je suis en danger, j'ai le droit de savoir la vérité. » Jake se leva et retourna à la fenêtre. Il y a 5 ans, j'étais un autre homme. Jeune, en colère, convaincu que le monde me devait quelque chose. Après la mort de mes parents, j'ai rejoint une mauvaise bande, celle de Bill Thornton. Nous attaquions des diligences, des trains, de petites banques. Et l'un de ces trains appartenait à McCormick. Pas exactement ça, il transportait son argent. 20 000 $, le produit de la vente de son bétail. Nous avons arrêté le train dans un canyon, pris l'argent, et nous sommes dispersés. Nous devions nous retrouver 1 mois plus tard pour partager le butin. Mais vous n'êtes pas venu au rendez-vous? Jake secoua la tête. Si, j'y suis allé. Mais quand je suis arrivé au lieu convenu, il n'y avait plus personne. Juste des tombes. Les hommes de McCormick avaient abattu toute la bande. J'ai compris qu'ils me cherchaient aussi, alors j'ai pris l'argent et j'ai fui le plus loin possible vers l'ouest. Et vous êtes arrivé ici? J'ai d'abord erré pendant 2 ans. J'ai travaillé sous de faux noms, sans jamais rester plus de quelques mois au même endroit. Puis j'ai rencontré M. Wilson, et il m'a offert ce travail. Je lui ai dit la vérité, et il m'a répondu que tout homme peut changer son passé s'il le veut. Elle resta silencieuse, digérant l'histoire. Cela ressemblait à un roman de gare, mais elle voyait que Jake disait la vérité. Il y avait trop de douleur dans sa voix pour que ce soit une invention. « Et l'argent » demanda-t-elle. « Qu'est-il advenu des 20 000 $?
Je l'ai dépensé pour soigner Maria Gonzalez, dit doucement Jake. La femme qui m'avait aidé autrefois. Quand j'ai appris qu'elle était malade, j'ai trouvé les meilleurs médecins, j'ai payé les médicaments. Mais il était trop tard. Donc, il n'y a plus d'argent? Non. Mais McCormick l'ignore. Pour lui, je suis toujours l'homme qui lui a volé sa fortune. Ella se leva et rejoignit Jake à la fenêtre. Dehors, les préparatifs pour la foire commençaient. On accrochait des lampions, on installait des étals. Une vie paisible et ordinaire qui pouvait maintenant prendre fin. « Qu'allez-vous faire » demanda-t-elle. Partir cette nuit. J'ai un cheval, un peu d'argent. J'atteindrai la frontière mexicaine et je disparaîtrai. Et nous? Jake se tourna vers elle, et elle vit la difficulté avec laquelle il prononçait chaque mot. Vous restez. Dans quelques jours, quand il sera clair que je ne suis plus là, ils partiront. Votre vie reprendra son cours normal. Son cours normal, répéta Ella. Et si je ne veux pas de ce cours normal? Jake se figea. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je me suis habitué à vous pendant ces semaines. Habitué à vos visites du soir, à nos conversations, au fait que... Elle prit une profonde inspiration. Que vous êtes devenu cher à mes yeux. Ella, non, écoutez-moi. Je sais qu'il y a quelque chose entre nous. Plus que de l'amitié. Vous ressentez la même chose que moi, mais vous avez peur de l'admettre. Jake ne dit rien. Mais l'expression de son visage lui confirma qu'elle avait raison. Et même si c'était le cas, dit-il enfin, qu'est-ce que c'est que ça change? Je dois partir quand même. Et si nous partions ensemble? Les mots lui échappèrent avant qu'elle ait eu le temps d'y réfléchir. Mais en les prononçant, elle réalisa qu'elle était sérieuse. Jake la regarda comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous avez une vie ici, un travail, un avenir. Je n'ai ici que ce que vous m'avez aidé à construire. Et sans vous... » Elle a senti les larmes lui monter aux yeux. « Sans vous, ce ne sera que du vide. » Jake fit un pas vers elle, puis s'arrêta. « Ella, vous ne comprenez pas. Je suis un criminel. On me traque. Près de moi, vous et Tommy ne serez jamais en sécurité. Mais près de vous, nous serons heureux, dit-elle doucement. Et c'est plus important que la sécurité. » Ils restèrent un instant silencieux, se regardant dans les yeux. Puis Jake tendit lentement la main et lui caressa la joue. « Je vous aime, » murmura-t-il. « Je vous aime depuis le jour où je vous ai vu sous la pluie à la gare. Mais c'est précisément pour ça que je ne peux pas vous emmener avec moi. »« Et moi, je vous aime, » répondit Ella en pressant sa joue contre sa main. « Et c'est précisément pour ça que je ne peux pas vous laisser partir. » Jake l'attira contre lui, et ils s'étreignirent, doucement, tendrement, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. Tommy s'agita dans ses bras, et elle sentit le bébé tendre sa petite main vers Jake. Celui-ci sourit et caressa les doigts minuscules. « Même lui ne veut pas que je parte, » dit Jake tristement. « Alors ne partez pas. Trouvons une autre solution. »« Laquelle ?» Ella s'écarta et le regarda dans les yeux. « Allons voir ces hommes. Expliquons-leur que l'argent a disparu. Peut-être qu'ils nous croiront. Ella, c'est de la folie. » « Non, la folie, c'est de fuir toute sa vie. Vous avez dit que vous étiez devenu un autre homme. Prouvez-le. Pas seulement à vous-même, mais à eux aussi. » Jake resta silencieux, réfléchissant à ses paroles. Dehors, des rires éclatèrent. La foire commençait. Des gens ordinaires profitaient d'une soirée ordinaire, sans se douter que dans la maison au-dessus de l'atelier de couture, un destin se jouait. « D'accord, » dit enfin Jake. « Essayons de leur parler. Mais si ça ne marche pas, nous partirons tous les trois cette nuit même. D'accord ?» Ella hocha la tête, sentant la peur et l'espoir se livrer bataille dans son cœur. « D'accord. Mais d'abord, dites-le-moi encore une fois. »« Quoi ?»« Ce que vous avez dit il y a 1 minute. » Jake sourit.
de ce même sourire asymétrique qu'elle aimait depuis le premier jour. « Je vous aime, Ella Mackenzie. Je vous aime, vous et votre fils, plus que ma propre vie. Et je vous aime aussi, Jake Coulter. Et quoi qu'il arrive demain, ce soir, nous sommes ensemble. » Il l'embrassa doucement, tendrement, comme pour sceller un serment. Dehors, la musique jouait, et les gens dansaient sous le ciel étoilé, ignorant que pour deux amants, cette soirée pourrait être la dernière de leur nouvelle vie. Le lundi matin trouva Canyon Creek dans une agitation inhabituelle. Après la foire du dimanche, la ville n'avait pas encore repris son rythme normal, et voilà que des étrangers étaient apparus. 3 hommes en costume coûteux et aux yeux froids, qui posaient des questions sur Jake Coulter. Ella n'avait pas dormi de la nuit. Assise près de la fenêtre, Tommy dans les bras, elle observait l'hôtel d'en face où logeaient les hommes de Chang de McCormick. De temps en temps, des ombres passaient derrière les fenêtres. Eux non plus ne dormaient pas, montant la garde. Jake était parti à l'aube, promettant de revenir avant midi. Il devait parler à M. Wilson, le prévenir des ennuis possibles. Le vieux propriétaire du ranch méritait cette honnêteté, après tout ce qu'il avait fait pour Jake. « Tout ira bien, mon petit », murmurait-elle à son fils en le berçant. « Ta maman trouvera un moyen de protéger notre famille. Notre famille. » C'était la première fois qu'elle pensait à eux en ces termes. Non pas comme une femme et son enfant aidés par un homme bon, mais comme une véritable famille. Jake était devenu si proche en quelques semaines, et l'idée qu'on puisse l'emmener ou le tuer était insupportable. À 10 heures, Mme Harrison vint chercher sa robe. Elle a eu du mal à se concentrer sur l'essayage. Ses mains tremblaient et elle se piqua plusieurs fois avec l'aiguille. « Ma chère, vous êtes pâle comme un linge ?» remarqua la femme du banquier. « Vous n'êtes pas malade ?»« Juste fatiguée, » mentit Ella. « Beaucoup de travail. »« Oui, j'ai entendu dire que des individus suspects étaient en ville. » Baissa la voix Mme Harrison d'un ton confidentiel. « On dit qu'ils cherchent quelqu'un. Mon mari est très inquiet. Ce genre de personne n'apporte rien de bon dans un endroit paisible. » Le cœur d'Ella manqua un battement. Et que disent-ils? Ils posent tant des questions sur le contremaître du ranch Wilson. Un certain Jake Coulter. C'est étrange, Jake est un jeune homme si respectable. Que peuvent-ils bien lui vouloir? Ella fit semblant de se concentrer sur l'ajustement d'une manche. Je ne sais pas. C'est peut-être une erreur. Oui, sans doute. Quoique... Madame Harrison se pencha plus près. Mon mari dit que l'un d'eux a une étoile de shérif adjoint du Texas et ils offrent $500 pour toute information sur l'endroit où se trouve Coulter. $500. Plus que ce que la plupart des habitants gagnaient en 6 mois. Elle a compris que personne ne résisterait longtemps à une telle somme. Quand Madame Harrison fut partie, Ella ferma la porte de l'atelier à clé et accrocha une pancarte fermée. L'attente était insupportable. Elle décida d'aller elle-même à l'hôtel pour parler aux hommes de McCormick. Laissant Tommy à Madame Thornton, la propriétaire du magasin d'en dessous, Ella traversa la rue et entra dans le hall de l'hôtel. Derrière le comptoir, le propriétaire essuyait nerveusement ses lunettes. « Bonjour, monsieur Adams », dit-elle aussi calmement que possible. « J'ai entendu dire que vous aviez des clients du Texas ?»« Oui, madame Mackenzie. »« Pourquoi ?»« J'ai besoin de leur parler. Pour affaires. » Adams hésita. Ils ont demandé à ne pas être dérangés, sauf en cas d'extrême nécessité. Croyez-moi, la nécessité est extrême. Le propriétaire haussa les épaules et désigna l'escalier d'un signe de tête. Chambre 7, 8 et 9. Mais soyez prudente, madame. Ces hommes, ils ne ressemblent pas à des voyageurs ordinaires. Elle la monta au premier étage et s'arrêta devant la porte de la chambre 8. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende dans les chambres voisines. Mais il ne fallait pas tarder. Jake allait bientôt revenir, et elle devait savoir à quoi ils allaient être confrontés. Elle frappa. « Qui est-ce là ?» retentit une voix sèche. « Je m'appelle Ella Mackenzie.
Je veux vous parler de Jake Colter. » Des pas rapides se firent entendre, puis le bruit d'un verrou. La porte s'ouvrit sur un homme d'une quarantaine d'années, aux traits durs et aux yeux gris et froids. Une étoile de shérif adjoint brillait sur sa poitrine. « Entrez, » dit-il en s'écartant. Dans la chambre se trouvaient deux autres hommes, l'un jeune, aux mouvements nerveux et au regard vif. L'autre plus âgé avec des moustaches grises et une cicatrice qui lui barrait la joue. Tous trois étaient armés. « Je suis Tom Hargreaves », se présenta l'homme à l'étoile. « Voici mes adjoints, Billy Crane et Sam Watkins. Nous cherchons un criminel nommé Jake Colter. »« Je sais pourquoi vous êtes ici, » dit Ella en s'efforçant de garder une voix assurée. « Et je veux vous dire que vous faites erreur. » Hargreaves eut un petit rire méprisant. « Erreur, en quoi? Jake Colter n'est pas l'homme que vous cherchez. » Depuis 5 ans, il travaille honnêtement comme contremaître au ranch, respecté de tous dans le comté. Ce n'est pas un criminel. « Et comment le savez-vous, madame? » Mackenzie. « Et je le sais parce qu'il est mon... » Ella hésita puis dit fermement. « Parce qu'il est mon fiancé. » Les trois hommes échangèrent un regard. « Je vois, » dit Hargreaves d'un ton traînant. « Alors il vous a parlé de son passé? » ?»« Il m'en a parlé, et je sais que c'est du passé. Il a changé. »« Madame Mackenzie, » intervint Watkins, le moustachu, « nous ne contestons pas que votre fiancé ait pu changer. Mais la loi, c'est la loi. Jake Colter est accusé de vol de train et du détournement de 20 000 $. Une prime de 1 000 $ est offerte pour sa capture. « 1000 » s'étonna Ella. « Mais Madame Harrison parlait de 500. Nous offrons 5 cents pour l'information, » précisa le jeune Crane. « Et M. McCormick ajoutera 500 autres à celui qui aidera à l'arrêter. »« Et si l'argent a disparu ?» demanda Ella. « S'il l'a dépensé ? » Alors il paiera sa dette en prison, dit sèchement Hargreaves. 20 ans de travaux forcés, s'il survit jusque-là. Ella sentit un frisson glacial la parcourir. « Mais on peut sûrement s'arranger ? » ?»« Il n'y a rien à s'arranger, » trancha Hargreaves. « Notre mission est de trouver Colter et de le livrer à M. McCormick, mort ou vif. »« Mort ou vif ?» répéta Ella. « Mais ce n'est ni un juge ni un bourreau, oh !»« De quel droit ? Le droit du plus fort, » ricana Watkins. « Dans ces contrées, il est plus efficace que n'importe quelle loi. » Elle a compris que toute négociation était inutile. Ces hommes n'étaient pas venus pour la justice, mais pour la vengeance. Et rien ne les ferait reculer. « Où est votre fiancé en ce moment ?» demanda Hargreaves. « Je ne sais pas, » mentit Ella. « Ne mentez pas. Nous savons qu'il vient vous voir à l'atelier tous les soirs. Nous vous observons depuis 3 jours. Il l'avait donc vraiment surveillé. » Ella réalisa qu'elle était tombée dans un piège. « Dites-lui, poursuivit Hargreaves, qu'il attend jusqu'au coucher du soleil, s'il vient se rendre de lui-même. Nous garantissons que personne d'autre ne sera blessé. Mais s'il continue à se cacher... » Il la regarda d'un air lourd de menace. « Il sera responsable des conséquences. Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire que ceux qui abritent des criminels deviennent eux-mêmes des criminels. Et nous avons le droit de les arrêter. » La menace était claire. Si Jake ne se rendait pas, il l'arrêterait, elle. Et qu'adviendrait-il de Tommy ? « Vous ne pouvez pas faire ça, dit Ella, mais sa voix tremblait. « Si nous le pouvons, affirma Hargreaves, nous en avons tous les pouvoirs. » Ella se retourna et se dirigea vers la porte. « Madame Mackenzie ?» l'interpella Watkins. « Réfléchissez bien. Est-ce que ça vaut la peine de gâcher votre vie et celle de votre enfant pour un homme qui, de toute façon, paiera pour ses crimes ?» Elle ne répondit pas, pressant seulement le pas vers l'escalier. Mais les mots de Watkins s'étaient plantés dans son esprit comme une écharde. Avait-elle vraiment le droit de risquer l'avenir de son fils pour un homme qu'elle ne connaissait que depuis 1 mois et demi ? En descendant dans le hall, elle tomba sur Jake. Il venait d'entrer dans l'hôtel et son visage montrait qu'il savait qu'elle était à l'étage. « Ella, qu'est-ce que vous faisiez là-haut »
demanda-t-il en lui prenant la main. Je leur ai parlé, répondit-elle. J'ai essayé de négocier. Et c'est inutile. Ils ne veulent Chain qu'une chose, vous emmener. Jake hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Sortons d'ici, dit-il. Il faut qu'on parle. Ils quittèrent l'hôtel sous les regards curieux des passants. Les nouvelles se propageaient vite dans une petite ville, et tout le monde était maintenant au courant. Dwight dit doucement Ella une fois arrivés à l'atelier. Ils vous ont donné jusqu'au coucher du soleil. Si vous ne vous rendez pas, ils m'arrêteront pour complicité. Jake s'arrêta net. Quoi? Ils ont dit que ceux qui abritent des criminels sont aussi des criminels, et qu'ils ont le pouvoir de m'arrêter. Les fils de chiens, siffla Jake. Ils vous menacent pour me forcer à me rendre. Et qu'allons-nous faire? Jake resta silencieux, regardant le soleil couchant. Il ne leur restait que quelques heures. Vous allez prendre Tommy et partir chez des amis dans le comté voisin, dit-il enfin. Et moi je vais me rendre. Non, s'exclama Ella. Je ne vous laisserai pas vous sacrifier. Nous n'avons pas le choix, dit doucement Jake. Je ne peux pas vous mettre en danger. Et moi je ne peux pas vivre en sachant que vous êtes mort à cause de moi. Ils se tenaient au milieu de la rue, indifférents au regard curieux, avec dans les yeux la même détermination. Se protéger l'un l'autre à tout prix. C'est alors qu'elle a compris qu'ils avaient bien un choix. Mais elle ne savait pas si elle aurait le courage de le faire. « Jake, dit-elle lentement, et si nous leur donnions ce qu'ils veulent? Que voulez-vous dire? L'argent. Pas les 20 000 $ qui n'existent plus. Un autre argent. » Jake la regarda sans comprendre. « Et là, nous n'avons pas cet argent. »« Non, admit-elle. Mais il y a une banque en ville, et j'ai un plan. » Et quand elle lui exposa son idée, Jake comprit que sa douce couturière était prête à tout pour protéger leur amour, même à commettre un crime. « Et là, c'est de la folie, » dit Jake une fois qu'ils furent remontés à l'atelier et qu'elle lui eut exposé son plan. « Je ne vous laisserai pas devenir une criminelle à cause de moi. Et moi, je ne les laisserai pas vous tuer à cause de moi. » répondit-elle fermement, en berçant Tommy qui s'était mis à pleurer. La banque de Harrison n'est pas Fort Knox. Il n'y a que 2 employés. Et le gardien est le vieux McGregor, qui tient à peine debout. Et mais même si nous prenons l'argent, que se passera-t-il ensuite? On nous poursuivra pour ce nouveau crime. Ella s'approcha de la fenêtre et regarda la rue. Les hommes de McCormick se tenaient près de l'hôtel, fumant et jetant des regards vers l'atelier. Il restait moins d'1 heure avant le coucher du soleil. Ensuite, nous disparaîtrons, dit-elle. J'ai de la famille en Oregon, une tante du côté de ma mère. Elle m'a souvent invité à venir, mais je n'osais pas. Nous irons là-bas. Nous commencerons une nouvelle vie sous de faux noms. Ella, écoutez-moi, dit-elle en se tournant vers lui, les yeux brillants de détermination. Ces derniers mois, j'ai fui mon passé en essayant de construire un avenir. Mais il n'y avait pas de véritable avenir avant que vous n'arriviez. Maintenant, j'ai une famille, de l'amour, une raison de vivre. Et je ne laisserai pas ces hommes me l'enlever. Jake s'approcha d'elle et lui prit les mains. Et si quelque chose tourne mal, si on nous attrape, au moins, nous serons ensemble. Si vous vous rendez seul, je passerai le reste de ma vie à me dire que je n'ai pas tout fait pour vous sauver. Ils se regardèrent dans les yeux, et Jake comprit qu'elle avait raison. Ils pouvaient essayer de fuir sans argent, mais ils seraient assez vite rattrapés. Ils pouvaient se séparer, mais alors ils se perdraient pour toujours. Il ne restait qu'une seule option, tout risquer pour une chance de bonheur. « D'accord, dit-il enfin, mais on fait ça vite et proprement. Personne ne doit être blessé ou effrayé plus que nécessaire. »« Bien sûr, acquiesça Ella, nous ne sommes pas des assassins.
Ils rassemblèrent rapidement le strict nécessaire. Elle a pris ses papiers, quelques vêtements pour elle et son fils, et son matériel de couture, au cas où. Jake vérifia son revolver, prit des munitions et l'argent qu'il avait économisé. 70 $ en tout, pas grand-chose pour une nouvelle vie. « Et les chevaux ?» demanda Ella. « Il mien est à l'écurie derrière l'église. »« Il vous en faudra un autre. Vous n'irez pas loin avec un enfant sur une seule monture. Le vieux Peters vend sa jument depuis un mois. Il en demande 40 $. C'est cher, mais nous n'avons pas le choix. » Quand le soleil touche à l'horizon, ils étaient prêts. Ella cacha Tommy sous son châle, Jake enfonça son chapeau sur ses yeux. Il ressemblait à une famille ordinaire vacant à ses occupations du soir. La banque de Harrison se trouvait au centre de la rue principale, à côté de la poste. Un petit bâtiment en briques rouges, avec des barreaux aux fenêtres. À cette heure, il n'y restait que le gardien de nuit et un jeune employé qui comptait la recette du jour. « N'oubliez pas, » murmura Jake en approchant, « le plus important est de rester calme. Personne ne doit se douter de rien. » Ella hocha la tête et entra la première dans la banque. Derrière le comptoir, Tommy Anderson, le fils du forgeron, comptait des billets et notait des chiffres dans un grand livre. « Bonsoir, Tommy, » dit-elle aimablement. « Oh, Madame Mackenzie !» Le jeune homme leva la tête et sourit. « Qu'est-ce que c'est qui vous amène à la banque à cette heure ?»« Je voudrais retirer de l'argent de mon compte, » dit Ella. « Je vais acheter une nouvelle machine à coudre et le vendeur part demain matin. »« Bien sûr, pas de problème. Combien vous faut-il ?»« 200 $. Anderson siffla, surpris. « Ce n'est pas une machine bon marché, mais vous n'avez que 43 $ sur votre compte. »« Je sais. Monsieur Colter fournira le reste, » dit Ella en désignant Jake qui venait d'entrer. « Nous avons décidé de mettre nos fonds en commun après le mariage. »« Oh, vous allez vous marier. Félicitations !» s'exclama Tommy tout sourire. « Monsieur Harrison disait que vous formiez un beau couple. »« Merci, » sourit Jake. « Maintenant, si possible, nous aimerions en finir rapidement. Le vendeur nous attend à l'hôtel. »« Et bien sûr, bien sûr. » Anderson se leva et se dirigea vers le coffre. « Laissez-moi juste trouver les clés. Où sont-elles ?» Pendant que le jeune homme fouillait dans les tiroirs, Jake inspecta discrètement la pièce. Le gardien McGregor somnolait dans un fauteuil près de l'entrée, son vieux chien couché à ses pieds. Il n'y avait personne d'autre. « Chassis !»« Les voilà !» s'écria Anderson en trouvant le trousseau. Il s'approcha du coffre-fort massif dans le coin et commença à tourner les clés. C'est à ce moment précis que les hommes de McCormick entrèrent. « Moïse, bonsoir », dit Hargreaves en balayant la pièce du regard. « Nous cherchons Jake Colter. » Ella sentit un froid glacial lui parcourir le dos. Jake se tourna lentement vers les nouveaux venus, sa main se posant discrètement sur la crosse de son revolver. « Vous l'avez trouvé ?» dit-il calmement. « Parfait. » sourit Hargreaves d'un air prédateur. « J'espère que vous êtes prête à venir avec nous. »« Ça dépend où. »« Au Texas, chez Monsieur McCormick. Vous avez des affaires à régler avec lui. » Anderson se tenait près du coffre ouvert, ne comprenant pas ce qui se passait. McGregor s'était réveillé et regardait que les étrangers avec méfiance. « Messieurs, » intervint Ella, essayant de garder une voix calme. « Pourriez-vous régler vos différends dehors? Nous sommes ici pour affaires. »« Madame, vos affaires ne nous regardent pas, » trancha Watkins. « Mais celles de votre fiancé, si. »« Quelles affaires ?» demanda Anderson, déconcerté. « Monsieur Colter est un homme respectable. »« Monsieur Colter est un criminel en fuite, » dit Hargreaves, accusé de vol de train. Un silence de mort s'installa. Anderson recula lentement du coffre. McGregor se leva, la main sur son revolver. « Est-ce vrai ?» demanda doucement le vieux gardien à Jake. « C'est vrai, » acquiesça celui-ci. « Mais c'était il y a longtemps. Je suis un autre homme maintenant. »« Le tribunal décidera si vous êtes un autre homme, » dit Crane en sortant des menottes. « En attendant, vous êtes en état d'arrestation. »
Attendez, intervint Ella. Et si nous remboursions l'argent? Hargreaves ricana. 20 000 $, une couturière et un cow-boy. Nous avons une proposition, continua Ella en faisant un signe discret à Jake. 500 $ maintenant, et l'engagement de rembourser le reste d'ici un an. Intéressant, dit Watkins. Et où allez-vous trouver 500 $? Ella regarda le coffre ouvert. Là, dit-elle en s'avançant rapidement vers la caisse en fer. Arrêtez! Cria Hargreaves, mais Ella était déjà au coffre. Ella, non! S'exclama Jake, mais il était trop tard. Elle saisit une liasse de billets et se tourna vers les chasseurs de primes. Voici votre argent, dit-elle en tendant les billets. 500 $. Le premier versement pour la dette de Jake. Madame Mackenzie, s'exclama Anderson. Que faites-vous? C'est l'argent de la banque. Oui, admit Ella, et je le vole. Mais seulement pour sauver l'homme que j'aime. Hargreaves la regardait, déconcerté. Madame, réalisez-vous que vous commettez un crime? Je le réalise. Et alors, allez-vous m'arrêter à sa place? Ella. Que fais-tu? Murmura Jake. Ce que je dois faire, répondit-elle sans quitter Hargreaves des yeux. Cet homme a changé. En 5 ans, il est devenu honnête, bon, respectable. Il m'a aidé quand je me suis retrouvé seul avec un enfant. Il m'a donné un foyer et une famille. Si vous l'emmenez, vous détruirez non seulement sa vie, mais aussi la mienne et celle de mon fils. Mais la loi, qu'est-ce qui est le plus important? La lettre de la loi ou la justice? Ella fit un pas en avant. Le Jake Colter qui pillait des trains est mort il y a 5 ans. Celui qui se tient à côté de moi est un autre homme. Et si vous ne voyez pas la différence, alors vous n'êtes pas de bons gardiens de l'ordre. Hargreaves hésitait. On voyait sur son visage que les mots d'Ella l'avaient touché. Et néanmoins, dit-il enfin, je ne peux pas simplement prendre l'argent et partir. J'ai des obligations envers M. McCormick. Alors emmenez-moi aussi, dit Ella. J'ai commis un crime sous vos yeux. Selon la loi, vous devez m'arrêter. Ella, non, s'exclama Jake. Si, dit-elle fermement. Si nous ne pouvons pas être ensemble en liberté, nous le serons en prison. Le silence se fit. Tous digéraient ce qu'ils venaient d'entendre. Finalement, Hargreaves rangea lentement les menottes. « Ô diable, dit-il, je ne peux pas arrêter une femme avec un enfant qui essaie de sauver l'homme qu'elle aime. »« Tom, qu'est-ce que tu fais » s'étonna Watkins. « Ce que je crois juste, » répondit Hargreaves. « Madame. » Il se tourna vers Ella, remettait l'argent dans le coffre. Ella le regarda, surprise. « Quoi ?»« Vous m'avez entendu. Remettez l'argent à sa place. » Elle reposa lentement les billets dans le coffre. Anderson referma aussitôt la porte en fer et tourna la clé. « Maintenant, » dit Hargreaves, « je veux entendre de vous deux un récit honnête de ce qui s'est passé il y a 5 ans et de ce que vous êtes devenus aujourd'hui. » L'heure suivante se passa dans la banque, à raconter leur histoire. Jake parla de son passé, de la bande, de la façon dont il avait dépensé l'argent volé pour soigner la femme qu'il avait sauvée. Ella raconta comment il l'avait aidé sans rien demander en retour, comment il avait changé sa vie pour le mieux. Hargreaves écoutait en silence, posant quelques questions de temps en temps. Ses adjoints se regardaient, ne comprenant manifestement pas ce qui se passait. « Je vois, » dit-il enfin. « Maintenant, je veux parler aux habitants. » Il sortit et, en une demi-heure, interrogea une douzaine de personnes. Tous dirent la même chose. Jake Colter était un homme honnête et respectable qui n'avait jamais fait de mal à personne. Quand il revint à la banque, son visage était pensif. « Monsieur Colter, dit-il, j'apporte un message de votre part à Monsieur McCormick. Que voulez-vous lui transmettre ?» Jake fut surpris. « Un message? Pas moi? Non. J'en ai assez vu pour comprendre que vous avez vraiment changé. Un homme prêt à se sacrifier pour le bonheur d'autrui ne peut pas être un criminel dans l'âme. Et une femme prête à tout risquer par amour ne peut pas se tromper sur les gens.
Tom, tu es fou, s'exclama Watkins. On est venu pour la prime. La prime n'est pas le plus important, dit Hargreaves. Le plus important, c'est la justice. Et la justice, c'est de laisser ces gens tranquilles. Jake resta silencieux quelques instants, puis dit « Transmettez à M. McCormick que le Jake Coulter qui a volé son argent regrette profondément son acte, qu'il a dépensé cet argent non pour son plaisir, mais pour sauver une vie, et qu'il est prêt à travailler le reste de ses jours pour expier sa faute, mais pas en prison, ici, en étant utile aux autres. » Et aussi, ajouta Ella, transmettez-lui que la vengeance n'apporte pas la paix. Seul le pardon peut guérir les vieilles blessures. Hargreaves hocha la tête. Je le ferai. Et vous savez quoi? Je pense qu'il comprendra. Lui aussi a été jeune et a commis des erreurs. Le lendemain matin, les hommes de McCormick quittèrent Nut Canyon Creek. Une semaine plus tard, une lettre arriva du Texas. McCormick écrivait qu'il effaçait l'ancienne dette en échange de la promesse de Jake de ne plus jamais enfreindre la loi. Ella et Jake se marièrent un mois plus tard dans l'église locale. Toute la ville était présente pour voir le couple dont l'amour s'était avéré plus fort que le passé. Un an plus tard, Tommy eut une petite sœur qu'ils appelèrent Maria, en l'honneur de la femme qui avait autrefois sauvé Jake et lui avait enseigné la bonté. L'atelier d'Ella devint le plus prospère du comté. Jake continua de travailler comme contremaître au ranch et, le soir, aidait sa femme avec les commandes. Parfois, il prenait ses enfants dans ses bras et leur racontait comment on pouvait recommencer sa vie si l'on trouvait le courage de changer. Et chaque soir, au coucher du soleil, ils sortaient sur le porche de leur maison, regardaient les vastes prairies et se souvenaient de ce jour de pluie à la gare où le destin les avait réunis. Le jour où leur solitude avait pris fin et où leur amour avait commencé, un amour plus fort que la peur, plus fort que le passé et plus fort que tous les obstacles que la vie leur avait présentés. Dans le Far West, où régnaient le revolver et la force brute, ils avaient prouvé que la plus grande force est la capacité d'une personne à croire en une autre et à lui offrir une chance d'être heureux. Et cette chance, ils ne l'avaient pas manquée.